Jurassic Park t'a menti, le film ne parle pas de dinosaures. Chaque minute, chaque seconde, chaque plan est une illusion. J'ai passé des nuits entières à enquêter pour comprendre tous ces secrets et j'ai trouvé 5 techniques que le film utilise pour te mentir. Déjà, parlons des erreurs historiques. Par exemple, dans cette scène. Son acuité visuelle est basée sur le mouvement, comme le tyrannosaure. Sauf que c'est totalement faux. Dans la réalité, le T-Rex a une vision 13 fois supérieure à la nôtre. Dessinons un petit point. À plus d'1 mètre de distance, l'homme ne peut plus le voir. Le T-Rex, lui, doit attendre 13 mètres. Il a donc une vision extrêmement bonne, et même bien meilleure que celle de la plupart des êtres vivants. L'animal actuel ayant la meilleure vue, l'aigle royal, doit être à 2,5 mètres pour voir encore le point. Le film ne justifie jamais la vision du T-Rex basée sur le mouvement, et pourtant le livre dont Jurassic Park est l'adaptation a une explication. Dans le film, on nous explique qu'ils ont comblé les trous des séquences d'ADN avec des gènes de grenouilles. Ces gènes vont justifier un peu plus tard la reproduction clandestine des dinosaures dans le parc. Mais dans le livre, elles expliquent également la vue du T-Rex. Les grenouilles sont capables de voir des petits objets uniquement s'ils sont en mouvement. Des petits objets comme leur repas par exemple. Oh, c'est quand même vachement bien fait la nature, hein. Et le T-Rex, ayant des gènes de grenouille, a donc récupéré ce fonctionnement. Et bah voilà, super justification. Et pourtant, le film ne l'utilise à aucun moment. Alors toujours sur le T-Rex, il te ment une nouvelle fois. Regarde, juste ici. En fait, les tyrannosaures, ça rugit pas. Non, ça grogne. Et d'ailleurs, est-ce que tu sais comment ils ont recréé le bruit du rugissement? À partir d'un petit chien et d'un bébé éléphant. Le Vélociraptor, c'était des tortues qui s'accouplent. Et le Triceratops, un tube en carton. Ouais, bon. En parlant des Vélociraptors, leur taille, ça va pas du tout. Dans le film, ils font quasiment la taille d'un humain, alors qu'en réalité, ça mesurait pas plus de 80 cm de haut. Et en plus, normalement, ils ont des plumes. Donc, le rugissement, c'est bidon, la taille aussi... Ah, et ça. Est-ce que tu te rappelles de cet extrait? Ils extraient le sang du moustique conservé dans l'ambre et bingo! Voilà ADN dino. Bon, ok, super, mais pourquoi on n'a pas réussi à en recréer du coup? Parce qu'en fait le X c'est qu'il existe bien des moustiques emprisonnés dans la sève, mais ce sont des empreintes, donc tout leur corps s'est désintégré, et pas moyen de récupérer leur ADN quoi. Ok, super, Jurassic Park a fait des erreurs historiques. Mais au final, c'est pas un documentaire, donc on peut pas lui en vouloir pour ça. Non, là où le film nous manipule vraiment, c'est sur les émotions. Mais avant de te parler de ça, il faut vraiment que je te fasse écouter quelque chose qui m'a marqué. En seulement 5 notes, j'arrive à la reconnaître. Oui, je suis ce genre de gars qui préfère écouter des musiques de films plutôt que le dernier album de Gims. Pourquoi? Parce que déjà, John Williams, il est trop fort. Mais aussi parce que les moments où on entend la musique, ils sont tous incroyables. Genre, celui-là par exemple. À chaque fois, cette scène, cette musique, ça me rappelle le jeu Lego Jurassic World. J'y jouais sur PS4 quand j'étais petit, et c'est seulement des années après que j'ai découvert le film. Mais du coup, quand je revois toutes ces scènes marquantes, ça me replonge directement en 2015. Après le collège, je m'installais pendant des heures devant la télé pour récolter toutes les pièces du jeu. Et c'est pas un hasard si je me rappelle autant de cette musique. Elle a tout pour être parfaite. Des passages avec des triades majeures et mineures, des quintes parfaites, des... Attends, qu'est-ce que je raconte là? Bon, je t'avoue, j'y connais rien à la musique. Déjà, il y a 2 partitions, l'une sur l'autre. La première est composée de triades majeures et mineures. En gros, ce sont des accords de 3 notes. Triade. Tu l'as? Et donc voici ce que ça rend. Grâce au violon et aux instruments avant, on a quelque chose d'assez posé. Et ensuite, avec la deuxième partition, on a une trompette. Ici, il y a 2 notes assez rapprochées pour créer une syncope. Mais attends, c'est quoi ça? Alors, c'est simplement quand tu prolonges une note. Mais le problème, c'est que ça accélère la musique. Du coup, avec ces 2 partitions jouées en même temps, on a une sensation de stabilité avec la première, ce qui contrebalance l'instabilité de la deuxième. John Williams, le mec qui a fait la musique, il a fait des miracles avec. Et pourtant, c'était la galère, hein. Alors déjà, il a pas pu diriger l'orchestre à cause d'une blessure au dos. Mais surtout, le réalisateur de Jurassic Park, il était pas là. Oui, Steven Spielberg était sur le plateau de tournage de son prochain film, La Liste de Schindler. D'ailleurs, faut absolument que je le voie celui-là, hein.
Du coup, il recevait les disques du studio de Williams et les écoutait en chemin vers le plateau de tournage. Spielberg, il a changé beaucoup de choses à la dernière minute sur le montage. Du coup, la musique, elle collait plus trop avec les images. Et ils ont dû la charcuter, la remixer, la mélanger, si bien que la partition originale qu'a faite Williams, c'est plus vraiment celle du film, quoi. Bref, je pense qu'avec tout ça, t'auras compris à quel point je kiffe cette musique. Mais parfois, c'est mieux sans musique, en fait. Regarde ici, par exemple. Et justement, dans cette scène, est-ce que tu sais pourquoi le T-Rex a l'air gigantesque? Et en fait, c'est grâce au cadrage. Regarde, ici, on ne voit que des parties du T-Rex. En fait, dans cette scène, c'est fou parce que on ne le voit entièrement qu'à 2 moments. Et du coup, implicitement, ça nous fait comprendre qu'il est trop grand pour entrer entièrement dans le cadre. Alors, dans le but d'agrandir les dinosaures, Spielberg utilise aussi la contre-plongée. Mais qu'est-ce que c'est? Quand tu filmes une personne, tu vas mettre ta caméra à hauteur des yeux. Ça paraît naturel, comme si tu la regardais à travers tes propres yeux. Mais tu peux aussi mettre la caméra plus haut. Du coup, la personne aura l'air un peu plus petite et faible. Ça s'appelle la plongée. Et du coup, la contre-plongée, c'est l'inverse. Avec ce plan, Spielberg, il a voulu nous faire ressentir la hauteur du brachiosaure. Mais c'est pas tout. Il y a aussi un gros travail sur ce qu'on voit pas à l'écran. En fait, toutes ces caméras ont un angle de vision, plus ou moins grand en fonction de l'objectif. Cet angle, c'est ce qu'on appelle le champ. Et ici, c'est donc le hors-champ. Et l'une de ses premières utilisations remonte à 1903, avec cette scène. Alors, à l'époque, on n'avait pas trop le droit de montrer la violence. Du coup, le réalisateur, il a trouvé un moyen détourné. Et cette scène de Jurassic Park, elle maîtrise à la perfection cette technique. Oh, à chaque fois, ça me fait des frissons. La musique, le cadrage, les répliques. Ouais, je suis fan de cette scène, ouais. La plupart du temps, on se fiche de savoir ce qu'il y a en dehors du cadre. Mais pas ici. Spielberg arrive à faire exister quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Les personnages ont une information que nous n'avons pas. Et c'est ce décalage de connaissances qui donne de l'intérêt à la scène. À ton avis, pourquoi est-ce que ici on ne voit jamais la bête? Alors pour faire peur, oui, mais surtout parce que tu vas commencer à te l'imaginer. Et souvent ça, c'est bien pire. Ce truc, Spielberg il a compris grâce à son premier grand succès, les Dents de la Mer. De base, il avait prévu un grand requin en métal pour tourner son film. Sauf que le métal et l'eau, ça fait pas bon ménage. Hein. Du coup, il a pas pu l'utiliser. Mais un film de requin sans requin, c'est pas ouf. Il l'a mis hors champ. En gros, quand t'as pas le budget pour montrer un truc, tu le montres pas, c'est pas compliqué. Compliqué comme le tournage de Jurassic Park. Ouais, parce que il a commencé à Hawaï. Il faisait beau, il faisait chaud. I felt all the excitement of being there in this new place with all the cast around me. Tout le monde croyait dans le projet. Et je suis persuadé que dans le film, ça a créé... The atmosphere on set is exciting and exhilarating. It's really something that's marvelous to be part of. Spielberg, il adorait passer du temps avec ses acteurs. How'd they get it to stay there? Just stick there. Well, because when sap came off a tree and trapped the mosquito, How did you make this one? well, we waited 50 million years. We've been in pre-production for 50 million years on this movie. C'était un peu comme un papa du cinéma. Il leur a appris énormément de choses. After we would nail a scene just the way he wanted, he would jump up and shout, "That was fantastic," and run over and give us a hug. Ariana et Joseph, à l'époque, c'était des enfants. Et comme tout enfant, ils passaient leur temps à trouver des cachettes dans la jungle ou à explorer les décors. I don't know how they kept a hold of us, actually. Tourner dans un endroit pareil, c'est fou. Tu te rends compte qu'après leur journée de travail, ils allaient directement plonger dans la mer. On a clairement pas la même vie. Hein. Moi, le seul truc dans lequel je plonge après mon taf, c'est mon lit. Mais ce climat tropical leur a causé quand même pas mal de problèmes. Pour cette scène par exemple, ils ont dû recréer des barrières, une route et un tunnel, et tout ça en plein milieu de la forêt hawaïenne. C'était tellement humide et terreux qu'ils ont dû apporter une tonne de gravier pour stabiliser le sol. Et je te parle même pas de l'état de la route pour arriver à cet endroit. Hein. Assez simple, hein, y en avait pas. Mais c'est clairement pas le seul décor qu'ils ont construit pour le tournage. Hein. C'est fou de se dire que ce film a créé des bâtiments entiers en pleine jungle, juste pour quelques jours de tournage. Ça a dû mobiliser un
tas de personnes et coûter beaucoup d'argent. Et c'est dommage parce que ils sont même pas fonctionnels. Ils sont en bois et recouverts de peinture. C'est juste pour faire genre face à la caméra, quoi. L'équipe enchaîne donc les scènes et les décors, mais ils commencent à être interrompus par la pluie et le vent. À ce moment, ils sont bien loin de s'imaginer que les choses vont commencer à s'empirer. Mais pour l'instant, nous sommes le 11 septembre 1992 et aujourd'hui, c'est un jour assez spécial. Steven Spielberg prépare une surprise pour les 13 ans d'Ariana. Il fait réunir tout le monde à la pause de midi, il arrive avec un énorme gâteau. Il y a une ambiance de tournage assez particulière, parce que là, tout le monde sait que le tournage, il est bientôt fini. Il s'est déroulé sans grand souci, alors aujourd'hui, ils sont tous contents et ils veulent juste profiter de l'instant. I felt so touched that they put this together. What bad thing could happen on my birthday? And they said, "You won't be going to work today. In a change of plan, there's a major hurricane that's turned..." Le tournage est immédiatement interrompu. L'équipe court se réfugier dans leur hôtel, ils se barricadent, ils s'organisent, ils se préparent au pire. Dehors, on entend le vent hurler comme une bête enragée, les arbres qui se brisent, arrachés, déracinés. À l'intérieur, le lustre tremble et menace de se décrocher. Ariana et Joseph sont paniqués. Alors, Spielberg essaie de les rassurer comme il peut. Il joue aux cartes, il leur raconte des histoires d'horreur. Et puis, l'ouragan passe. Mais quand ils sortent, l'île est méconnaissable. Les décors n'ont pas résisté. Le bois s'est envolé comme une vulgaire feuille de papier. Heureusement, ils avaient tourné ce qu'il fallait sur l'île. Le reste, ils vont le faire en studio. Le labo, l'intérieur du centre et surtout la cage du T-Rex de nuit, tout ça, c'était faux. Et ça simplifiait le travail de tout le monde, parce que dans des scènes compliquées à tourner, compliquées à jouer, et avec un gigantesque dinosaure contrôlé par ordinateur, un peu de facilité, c'était pas trop demandé, je pense. Par contre, Spielberg, il est totalement con, hein. Il a foutu de la flotte pendant toute la scène. Sauf que le métal et l'eau... Ouais. Bref, le dinosaure, il tremblait. Il était incontrôlable, à tel point que ça faisait vraiment flipper les acteurs. Et coupé! Ah, super, merci, c'était vraiment bien joué, les enfants. Hein? Vous avez vraiment eu peur? Oh mince, continuez alors. Et ce moment où la vitre se décroche, par exemple, c'était pas prévu. Mais pourtant, ça a rendu le truc vachement plus réaliste. Et c'était pas facile de donner du réalisme, hein. Les bestiaux, ils ont disparu depuis des millions d'années. Alors Spielberg, il s'est creusé la tête pour trouver la bonne solution pour qu'il soit crédible. Initially wanted to make all the dinosaurs full size. We were going to break some new ground, but it was going to be costly new ground. Du coup, il a fallu trouver d'autres moyens. Il a commencé à discuter avec ILM. Et ILM, c'est ça par exemple. Pour recréer les dinosaures, au début, il pense au stop motion, une technique assez répandue avant l'arrivée de la 3D. Pour te l'expliquer, faut reprendre les bases. Une vidéo est composée d'une série d'images qui te donne l'impression qu'il y a du mouvement. Pour le cinéma, les caméras enregistrent 24 images toutes les secondes. Mais avec le stop motion, on prend chaque image séparément, en bougeant à chaque fois un petit détail. Oui, ça prend une éternité. Mais l'avantage, c'est que tu peux être très créatif. Tu peux te servir de bouts de papier, de Lego, de pâte à modeler. Ça rend une esthétique cartoon que perso, j'adore. Regarde ce film de Tim Burton par exemple. Si tu le connais pas, il faut absolument que tu le vois. Mais revenons à notre film. Le stop motion, c'est cool, mais Spielberg, il est pas totalement convaincu. Ça manque de flou de mouvement. Tu sais, c'est ce flou que tu vois quand tu fais bouger ta main devant tes yeux. Ça sert à rien de me faire coucou, je te vois pas, hein. Regarde, tu verras mieux si je fais pause. Et ça, quand tu filmes un stop motion, tu le perds. Du coup, c'est moins réaliste. Vous adorez le stop motion, mais vous trouvez ça trop saccadé. Alors, ILM a la solution pour vous. Le GoMotion. Avec le GoMotion, vous serez capable d'ajouter du flou de mouvement à vos films. GoMotion, et la vie est plus floue. Le GoMotion est la propriété de industrielle alternative toute oubliée aura prévu un procès dans lequel on essaiera de prendre votre avant. Alors, avec le GoMotion, c'est déjà mieux. Mais Spielberg, non, il est pas encore convaincu. ILM va donc lui proposer un pari risqué. Et si on utilisait des ordinateurs?
Alors ça a déjà été fait sur Terminator par exemple. Et quelques semaines plus tard, avec cette vidéo, il était convaincu. I've never seen movements this smooth outside of looking at National Geographic documentaries. Mais maintenant que la technique est choisie, il faut bien intégrer ça avec ce qu'on va filmer. Pour ça, ils ont utilisé des explosions, des cascades, des éclaboussures. En gros, ils ont fait attention aux moindres petits détails, pour que l'illusion soit parfaite. Même si ça impliquait de filmer tous les employés d'ILM en train d'imiter des dinosaures. Mais le plus gros problème de cette technique, c'est que tout se passe au montage. Donc pendant le tournage, les acteurs doivent faire semblant d'avoir peur face à... bah rien du tout en fait. Enfin si, ils avaient dessiné la tête du dinosaure sur un carton, mais bon... Du coup, pour qu'ils puissent imaginer la scène dans son ensemble, Spielberg a créé un petit film des scènes d'action en Go Motion. J'ai dit beaucoup de choses dans cette vidéo. Mais on n'a pas encore parlé du plus important. La raison du succès de ce film. Son âme. Au début, je t'ai dit que Jurassic Park, c'est pas un film qui parle de dinosaures. Mais je peux pas te dire un truc aussi gros sans avoir une explication en béton derrière. Alors je l'ai regardé. Et re-regardé. Je me suis renseigné, j'ai passé mon temps devant des interviews de Spielberg et de ses équipes. Et en faisant toutes ces recherches, ça m'a rappelé pourquoi j'aimais tant le cinéma. Les souvenirs de tournage inoubliables, l'attention aux moindres petits détails. It's time to save our souls and mend those broken hearts now. Plus j'apprenais sur des anecdotes, des significations, et plus j'avais cette petite voix en moi qui se croyait réalisateur. Alors, je suis bien loin de Spielberg, hein, je le sais. Mais j'espère qu'un jour, je pourrai faire rêver des millions de personnes, comme il le fait avec chacun de ses films. Et plus je cherchais les tout petits détails, plus je découvrais vraiment le film. Je m'enfonçais, sans le savoir, dans l'abysse de l'interprétation. Je descendais, étage par étage, et à chaque fois, je découvrais des sens cachés. Ces petites choses qui sont sous nos yeux, mais pourtant inaccessibles. Et à force d'aller toujours plus loin, toujours plus bas, je crois que j'ai découvert le vrai message de Jurassic Park. Mais pour te l'expliquer, accroche-toi bien, parce que tu t'apprêtes à plonger dans l'ascenseur des niveaux de lecture de Jurassic Park. Alors, c'est par cet étage que tu rentres dans notre ascenseur. Ici, tout est composé de banalités, de préjugés sur le film. On voit des dinosaures, donc c'est un film qui parle de dinosaures. Waouh, l'explication de malade! Non mais tu rigoles, mais c'est possible qu'un enfant de moins de 3 ans, il ait pas compris ça. Par contre, je sais pas du tout quel parent fait regarder Jurassic Park à son gosse de 3 piges. Hein. Parce qu'à mon avis, le gamin après, il fait pipi au lit jusqu'à ses 17 ans. Hein. Bon, et je pense que t'as compris l'idée. Hein. On va pas rester ici longtemps, il y a beaucoup d'étages qui nous attendent. Allez, t'appuies sur le bouton -1. Cet étage, il s'ouvre sur une aventure, à la fois magnifique, mais terrifiante. Les scènes de tension sont entrecoupées de scènes de pur émerveillement, on passe par toutes les émotions. Et cette aventure reflète parfaitement l'attitude des personnages face aux dinosaures. Bon, encore une fois, ici c'est un peu décevant. Alors tu te retournes vers l'ascenseur, direction le prochain étage. Et au fond de toi, t'espères un peu qu'il sera plus intéressant. Et moi aussi je l'espère, parce que sinon tu risques de m'en vouloir. Et enfin, au moins 2, ça y est, les choses commencent à devenir plus profondes. Ici, tu te rends compte qu'on fait partie de l'histoire. On avance dans le parc et on le découvre au même rythme que ses premiers visiteurs. Au total, on ne voit que 15 minutes les dinosaures. C'est extrêmement court, mais ça reflète bien la frustration des personnages. Ça entretient aussi une forme de rareté, donc dès qu'on en voit un, c'est juste exceptionnel. En fait,
à chaque fois, la réalité et l'histoire se confondent. Le logo du parc, bah c'est le logo du film. Les objets dérivés du parc sont vraiment vendus pour la promotion du film. La porte d'entrée qu'on voit dans le film, bah c'est vraiment celle du parc à thème. Parce que oui, une franchise comme ça, bien sûr qu'ils ont pensé à faire des attractions autour. Et j'ai eu la chance d'y aller quand j'étais petit. C'était vraiment incroyable. Mais déjà, à l'époque, je devais avoir 8 ou 9 ans, mais j'étais plus concentré sur les attractions qui nous montraient les coulisses des films, plutôt que par celles où on voyait des dinosaures. Allez, je crois qu'on a fini avec cet étage. Tu peux appuyer sur le bouton montrant. Ce niveau, je l'aime bien. Parce qu'ici, on voit l'évolution des personnages. Quand tu sors de l'ascenseur, tu te retrouves face à 2 portes. Alors non, je vais pas te demander de choisir l'une ou l'autre. On va commencer par celle de gauche. Quand tu l'ouvres, tu vois Alan Grant. Au début, il n'aime pas les enfants. Il fait tout pour les éviter d'ailleurs. Mais quand les choses se gâtent, bah, il est bien obligé de les sauver. Parce que c'est pas Malcolm qui le fera, et encore moins l'avocat. Alors, il change, il évolue. Et ce point de bascule, il intervient à ce moment. Là, tu te dis sûrement, bah, il avait sa griffe dans sa poche, et maintenant qu'il est assis, bah, ça lui pique les fesses. Donc il s'en débarrasse, c'est logique. Alors, oui. Mais pourquoi à ce moment-là, précisément? À plein d'autres moments, il était assis, et pourtant, bah, il s'en est pas débarrassé. Non, il la jette maintenant, parce qu'il vient de réaliser qu'il a changé. Cette griffe, elle représente sa peur des enfants. Tu me crois pas? À quel autre moment on voyait cette griffe? Hein? Au tout début du film. Il s'en sert pour faire peur à un gosse. Il t'entaille ici ou ici. Il t'ouvre peut-être le ventre. Mais du coup, pour lui, cette griffe, bah, en fait, c'est littéralement une arme. Et quand il s'en débarrasse, bah, on comprend. Il a plus besoin de se défendre. Il a évolué. Tout comme notre deuxième personnage que tu vois derrière cette porte, John Hammond. Alors, au début, c'est vraiment le stéréotype du milliardaire qui pense pouvoir tout acheter avec de l'argent. Il se déplace en hélicoptère, il achète une île entière, il finance un site de fouilles... Et ça, c'est juste pour convaincre Alan et Ellie d'aller voir son parc. Non mais on dirait vraiment qu'il sait pas quoi faire de son argent, quoi. Si tu veux, moi j'ai plein de projets dans lesquels j'ai besoin d'argent, donc je dis ça comme ça, hein. Mais ces discussions avec les autres personnages vont le questionner. Au final, il se rend compte que tout son argent, bah ça lui sert à rien pour ce qu'il veut faire. Non, il a investi énormément pour construire un parc qui n'est qu'une illusion, un rêve inatteignable. Alors, il contemple son rêve, sachant pertinemment qu'il ne l'atteindra jamais. C'est grâce à toutes ces évolutions qu'on s'attache aux héros. Ça les rend plus humains. Ils changent. Un peu comme nous finalement. Dans Jurassic Park, bah en fait, tous les personnages ils évoluent. Alors en vérité, il n'y a pas que 2 portes à cet étage. Non, il y en a autant que de personnages. Mais bon, je trouve que les autres ils sont moins intéressants. Alors si tu le veux bien, on retourne vers l'ascenseur. Eh ben, -4. Oh, on commence à être descendu plutôt bas là. Ça va? Tu tiens toujours le coup? Oh, j'espère, hein, parce qu'on arrive tout doucement au sens profond du film. Mais déjà, explorons cet étage. Alors, tu remarques assez rapidement qu'ici, on parle de la critique de notre société. Dès que quelqu'un fait un progrès ou une découverte, bah tu peux être sûr qu'un méchant capitaliste va vouloir s'en emparer pour faire un max de thunes. Et ici, ce rôle, il est attribué à l'avocat. Mais c'est pas le seul à être intéressé par l'argent. Hein. Il y a aussi Dennis Nedry. Il est cupide et orgueilleux. Et avec le destin de ces 2 personnages, on comprend assez facilement le point de vue de Spielberg. Mais le film traite aussi de l'éthique. C'est pas parce qu'on peut faire quelque chose
qu'on doit le faire. C'est une parfaite démonstration de l'homme face à la nature. Nos pieds ne nous permettent pas de nous déplacer assez vite, alors on a inventé la voiture. Nos oreilles ne nous permettent pas d'entendre une voix à des centaines de kilomètres, alors on a inventé le téléphone. Les dinosaures ont disparu de la surface de la Terre, alors on les a recréés. Mais ces nouvelles bêtes, elles ont rien de naturel. À chaque fois, on se croit plus fort que la nature. On veut la contrôler. Mais c'est pas possible. Non, on doit juste être spectateur. Et le dernier plan du film, il nous montre bien ça. La réaction des personnages et la musique, c'est exactement la même que quand le film nous montre des dinosaures. Spielberg veut donc qu'on s'émerveille devant de simples oiseaux. Bon, t'es prêt ? Ça y est, tu t'apprêtes à rentrer dans l'ascenseur pour la toute dernière fois. Allez, tu peux appuyer sur le dernier bouton. Cet étage, bizarrement, il est différent. Tout semble fragmenté. Pour l'instant, tu comprends pas grand-chose. Tu tombes sur un morceau. Qu'est-ce que t'en penses? Que notre métier est fini? À ton avis, elle signifie quoi cette phrase? Il y a quelques minutes, je te parlais d'ILM et de comment ils ont révolutionné le monde des effets spéciaux. À l'époque, tous les artistes qui créaient les marionnettes ont eu peur de cette nouvelle technologie. Ils pensaient qu'ils n'auraient plus de travail. Puis, ton regard se pose sur un autre débris, l'avocat qui se fait déchiqueter par le T-Rex. Nous allons faire une fortune avec ce parc. Et ça, c'est exactement la réaction qu'a eu Universal en lisant Jurassic Park. Du coup, ils se sont empressés d'acheter les droits. Oh, ici, John Hammond, cet entrepreneur qui a pour seul but de faire rêver les gens. En fait, c'est Spielberg. Il est au poste de sécurité, il a toujours un œil sur les caméras, il contrôle le bon déroulé du trajet, du film. Mais à un moment, la situation échappe à John. Une fois le film réalisé, Spielberg, il a plus aucun contrôle dessus. Il le laisse à la merci des spectateurs, de la critique. Mais oui, c'est ça. Tu commences à rassembler les pièces entre elles. John perd le contrôle parce que le T-Rex sort de sa cage. Spielberg perd le contrôle parce que les spectateurs s'en emparent. Les spectateurs, c'est le T-Rex. Ils dévorent tout le film sur leur passage, qu'ils soient bons ou mauvais. Et puis, s'ils sont trop mauvais, ils s'attaquent pas au film, non, au producteur, à l'avocat, à Universal. Parce que si la critique elle est pas bonne, financièrement, ils sont dans la merde. Rex ne veut pas qu'on nourrisse, il veut chasser. Et cette phrase, mais bien sûr, les spectateurs ils veulent pas être passifs. Non, il faut qu'ils soient actifs. Un film n'est bon que si le spectateur s'implique dedans. Que s'il essaye de trouver le dénouement, que s'il cherche les références glissées par son réalisateur, que s'il trouve les réelles significations. Jurassic Park, c'est pas un film de dinosaures. Non, Jurassic Park, c'est la critique même de l'industrie qui a produit ce film.